Nous sommes le mardi 23 septembre 2025 et vous écoutez la première émission spéciale consacrée à l'édition 2025 du Salon de la Photo de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour inaugurer la série des émissions spéciales de la saison 11 du podcast, on va s'intéresser à l'événement absolument incontournable pour tous les amoureux de photos et de vidéos en France, le Salon de la Photo, qui se déroulera du 9 au 12 octobre prochain à Paris. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'occasion son directeur artistique Simon Edwards qui répondra à toutes nos questions pour préparer au mieux votre visite. Eh ben c'est parti, première émission spéciale de cette 11e saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu cet après-midi puisque nous sommes l'après-midi ? Salut Arthur, bah écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir de parler du Salon de la Photo. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, figure-toi. Il fut un temps où, avec un magazine qui s'appelait Le Monde de la Photo, on amenait des palettes de magazines Porte de Versailles pour animer un stand. Oh, ça me rappelle des trucs, ça aussi, ouais. Moi, oh là là. Travaillais pas au même endroit à l'époque. Donc il y avait, oui, c'est ça. Il y avait un petit peu d'artisanat, ou plus récemment... une rencontre spectaculaire avec Vincent Munier, Thomas Pesquet, Laurent Balesta, à laquelle j'ai eu la chance d'assister même en coulisses et de parler pendant un quart d'heure avec une poignée de privilégiés aussi à ces trois monstres de la photographie. Donc c'est toujours une période excitante et c'est chouette qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ouais, tu sais, c'est quoi mon premier souvenir du Salon de la Photo ? Eh ben, j'étais encore étudiant et j'y bossais, figure-toi. À Louis Lumière ? Ouais, j'étais sur le stand Pentax à l'époque et j'étais démonstrateur. Je présentais des compacts numériques toute la journée. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était des très bons souvenirs. On a le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros Simon. Comment vas-tu, Simon ? Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je vais très, très bien. Et merci pour l'invitation à ce podcast. Et je crois que c'est la deuxième fois, plus exactement, qu'on entend ta voix à ces micros parce que je t'avais appelé pour parler du travail de Stanley Leroux. Stanley Leroux, oui, c'est un photographe qui avait remporté le prix public des Zooms que nous organisons. Tout à fait. Oui, on le connaît bien. Et oui, c'était dans la première partie de l'année. Vous pouvez réécouter l'émission Au Coin du Feu qu'on a consacrée au travail de notre cher ami Stanley. C'est quoi ton premier souvenir du salon, Simon ? Alors, mon premier souvenir, c'est quand je suis venu voir l'exposition de Raymond Cochetier au Salon de la Photo organisé par Jean-Pierre Bourgeois, l'ancien directeur du salon. Alors, c'est une vraie découverte. Alors, ce photographe qui avait plus de 90 ans, je crois, avait photographié tous les films de la Nouvelle Vague. Donc, on voyait les photos de Gene Seberg, à bout de souffle, voilà. Donc c'était, je sais, à l'époque, un grand succès pour le salon. Ils avaient produit des catalogues et ils ont tout vendu. Donc Jean-Pierre était très, très content. Et par la suite, c'est Jean-Pierre qui m'avait proposé de venir m'occuper de la partie culturelle du Salon de la Photo. Donc en 2015, j'ai commencé, même si j'ai assisté en 2014 à tout ce qui se passait pour savoir comment faire. Simon, si tu veux le bien, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors, tu es d'origine britannique, on s'en serait douté, et tu es donc le directeur artistique du Salon de la Photo depuis 2015, 10 ans déjà. Au cours de ta carrière, tu as travaillé pour de nombreuses institutions et événements liés à la photo en France et à l'étranger. On peut citer par exemple la MEP, le Mois de la photo à Paris, les rencontres photographiques de Fès, le Festival de la photographie méditerranéenne Photomed en France et à Beyrouth. Tu as suivi une formation universitaire en langue étrangère et en histoire de l'art et tu as reçu la distinction de chevalier des arts et des lettres en 2004. Tu es aussi auteur de plusieurs livres et est toujours commissaire indépendant. C'est bien ça ? Exactement, oui.
En dehors du salon de la photo, je travaille sur d'autres projets d'exposition en Mhm. France et à l'étranger. Donc, c'est toujours passionnant de travailler avec des photographes et de monter des expositions, de comprendre comment ils travaillent, ce qu'ils souhaitent montrer dans telle ou telle exposition. Et j'avoue que les expositions monographiques, ça me passionne beaucoup. Et quelles sont celles qui t'ont marqué ou qui t'ont vraiment plu à monter, à organiser au cours de ces 10 dernières années au Salon de la Photo? Au salon de la photo, j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec Sebastião Salgado Ouais. pour l'exposition Parfum de rêve qui existait déjà, mais qui a été présentée au salon avec grand succès en travaillant avec Lélia Salgado qui, comme on le sait, a travaillé étroitement avec Sebastião pour toutes ces expositions. Et d'ailleurs, il y a eu une exposition à Shanghai euh, de son travail récemment, mais c'est malheureusement 2 semaines ou 3 semaines après son décès. Mhm. Bon. Tiens, une première question comme ça, Simon, pour se chauffer un peu. Le salon de la photo, on y parle photo, bien entendu, mais on y parle aussi beaucoup vidéo, j'imagine, désormais. Oui, alors la vidéo fait partie intégrante maintenant, je pense, de l'activité du photographe parce que son appareil a une fonction vidéo forcément. Et pour tous les influenceurs, les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux Les créateurs et de les contenu. créateurs de contenu, on va en parler tout à l'heure, c'est très, très, très important. Donc, on poste des images, mais on poste aussi des vidéos. Mais les appareils photos sont maintenant très, très pointus et on peut les utiliser pour faire vraiment des vidéos de très grande qualité. Bah, de plus en plus, et on en parle toutes les semaines à ces micros. Dieu sait qu'en ce moment, en plus, ça bouge de ce côté-là. Mais bref, c'est pas le sujet de cette émission. Alors, pour démarrer en beauté, je vous propose que l'on passe un petit coup de fil à Marianne Chandernagor, la directrice du salon, qui est organisé par Comexposium, pour s'assurer avec toi, Simon, que tout est bien prêt pour cette édition 2025 du Salon de la Photo. On l'appelle. Allô, Bonjour Marianne, c'est Arthur du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment ça va ? ça va bien? Merci de nous accorder quelques minutes. On sait que tu as un emploi du temps chargé. On est avec Simon et Benjamin pour cette émission Oui. consacrée naturellement au Salon de la Photo. Et on voulait s'assurer avec toi que tout était bien prêt pour son ouverture. Ah, bah, je vais vous décevoir. Non, tout n'est pas encore prêt. Sinon, ce serait merveilleux parce on a encore, nous, l'impression d'avoir encore un boulevard devant nous. On n'est pas encore tout à fait prêt, mais évidemment, on a beaucoup avancé pour la préparation du salon. Si on va dire que commercialement, ça y est, c'est quand même vraiment sur la fin et on avance encore sur voilà, les éléments d'exposition, d'expérience pour nos visiteurs, de prise de parole, etc. Alors, en amont de cette édition, est-ce que tu peux néanmoins nous donner quelques chiffres, peut-être, sur le nombre d'exposants, les ateliers, le nombre de visiteurs attendus? Bien sûr. Alors, le salon, on accueille à peu près 110 à 120 exposants pour cette édition. On estime qu'on va pouvoir recevoir normalement à peu près les 37 000 personnes qu'on avait accueillies l'année dernière. Un point important quand même parmi ces visiteurs-là, on est un salon qui s'adresse tant aux amateurs qu'aux professionnels. Ça me semble important de le dire parce que chacun va trouver en fait des éléments de réponse à ses besoins. On a 74% des visiteurs qui sont amateurs. 23% sont des pros et 4% que nous, on intègre dans la catégorie des créateurs de contenu. Okay. Et donc, voilà, pendant ces 4 jours, ils vont pouvoir voir ces 110 exposants, à peu près une dizaine d'expos, mais je pense que Simon en parlera. Oui. Effectivement, plus de 50 interventions sur notre scène live, dans nos espaces de prise de parole, une quarantaine de masterclass, enfin beaucoup de choses. Ouais, Marianne, aujourd'hui, le Salon de la Photo, c'est devenu le plus gros événement photo du monde, non ? Alors, pas forcément du monde. En tout cas, en Europe, on se positionne comme un événement incontournable, à la fois grand public et professionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent de salon qui mobilise comme ça des amateurs pendant 4 jours. On a des équivalents en Europe, d'ailleurs certains ont disparu, d'autres salons se recréent, mais plutôt sur un axe B2B que nous on préempte aussi. Donc nous on répond aussi aux besoins
des photographes professionnels avec des programmes de conférences qui leur sont dédiés et des exposants qui leur sont dédiés aussi. Donc, c'est vrai, de ce point de vue-là, la complexité du salon, son exhaustivité, on est plutôt effectivement inégalé. Alors, est-ce que cette année, il faut s'attendre à des surprises, à des nouveautés au programme, Simon? Peut-être, tu peux nous en dire un mot? Au niveau des expositions, oui, il y a des festivals que nous allons accueillir, par exemple Bayeux, le festival de la photographie de guerre. Et on a aussi une nouveauté, on va en parler tout à l'heure, l'exposition Immersive World Unseen. Il s'agit pour les personnes non malvoyantes, de pouvoir découvrir les images avec le toucher, avec le son. Et ça, c'est une première pour le salon de la photo. Bon. Et tiens, question à tous les deux, là, ça va être la 3e édition que ce salon va se tenir dans le magnifique écrin de la grande halle de la Villette. J'imagine que le parc des expositions de la Porte de Versailles vous manque pas trop. Alors, c'est pas la 3e, c'est la 4e. Oh là là, Mais pardon. effectivement, ce qui explique qu'effectivement, la porte de Versailles ne nous manque pas trop. En fait, c'est vrai, quand on a décidé de changer, donc c'était après la période Covid, le salon n'a pas eu lieu pendant plusieurs années, qu'on a décidé de changer de lieu, on a pensé à ce lieu-là qui était éminemment culturel et surtout beaucoup plus adapté à la photographie, notamment outdoor, parce qu'on sait dans nos études que nos visiteurs viennent aussi avec leur appareil et viennent aussi pour photographier l'architecture et puis ce qui se passe autour du salon. Donc, c'était effectivement beaucoup plus adapté d'être à cette Villette et on n'en a que des échos très positifs depuis qu'on y est, parce qu'on arrive bien à faire évoluer ensemble à la fois notre offre de matériel, qui est importante, c'est un des premiers à faire venir du salon, donc découvrir des nouveautés matérielles, mais on a aussi, et Simon en parle parfaitement, cette offre d'exposition et cette offre culturelle qu'on propose qui est au même niveau que le matériel, un faire venir important pour les visiteurs du salon. Et donc, le lieu est un écrin formidable pour ces 2 axes-là. Alors, on parlait de Porte de Versailles. Il y a une époque où le salon même se déroulait 5 jours jusqu'au lundi. Est-ce que ça change? Depuis quelques années, Porte de la Villette, on est sur 4 jours. On reste sur 4 jours? Oui, pour l'instant, on reste sur 4 jours. C'est vrai que c'est une question qu'on a toujours dans un coin de notre tête. On interroge, savoir si effectivement un jour supplémentaire serait bien ou pas. Est-ce que ce serait le lundi, le mercredi? Pour le moment, nous, on regarde de près effectivement le confort de visite de nos visiteurs. Donc, c'est vrai que sur le week-end, c'est un peu plus chargé. Mais on a encore des jeudis, vendredis où on a quand même pas mal de monde, notamment les pros. Mais on peut encore accueillir davantage de monde. Donc, pour l'instant, on reste sur ces 4 jours-là. On a aussi évoqué la possibilité d'une nocturne. Ce ne sera pas le cas cette année, mais peut-être pour les autres années. Donc, c'est vrai qu'on se pose toujours des questions pour faire évoluer l'événement et savoir si c'est un besoin de nos clients. C'est vrai que la grande halle la nuit, ça a de la gueule quand même. C'est vraiment hyper chouette. On fait nous quand même un after work des soirs, donc sous le péristyle, donc on est à la fois protégé puis on est quand même à l'extérieur de la halle et on fait cet after work avec nos partenaires, nos clients et c'est vrai que c'est hyper agréable d'être en fait à l'extérieur mais quand même sous cette architecture absolument magnifique. Bon, Simon, est-ce que tu peux rappeler les dates du salon, même si on les a déjà données, parce que c'est quand même hyper important, c'est même l'information la plus importante. Oui, tout à fait. Alors, le salon de la photo ouvre ses portes le jeudi 9 octobre à 10h et sera jusqu'au dimanche 12 octobre à 19h. Donc, chaque jour entre 10h et 19h. Parfait. Marianne, le salon, il est payant, il y a une billetterie, comment ça fonctionne ? Alors oui, le salon, il est payant, mais avec tout un tas de possibilités d'obtenir quand même des entrées gratuites via son fournisseur fabricant de matériel qui peut mettre à disposition des invitations. Certains de nos partenaires qui mettent aussi à disposition des invitations. Nous, en l'occurrence, avec le code ISO 25, n'hésitez pas à récupérer vos invitations sur le site de la billetterie du salon avec le code. Exactement. Et pour ceux qui sont passés à côté, il faut quand même réserver le billet. En fait, c'est 15 € quand on arrive sur place. En amont du salon, en pré-vente, c'est un tarif réduit. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que cette entrée pour le salon, elle permet d'accéder au salon, mais aussi à l'offre d'exposition. On a une dizaine d'expos. Et en fait, ce seul billet permet d'accéder à l'ensemble de l'offre du salon. Est-ce qu'il y a de la nourriture comprise dans le prix du billet ou alors comment ça marche? Comment on fait pour se restaurer Alors, il n'y a pas de nourriture. Pas intéressé du tout. Mais c'est une vraie question.
Non, mais Oui. c'est une question que tout le monde se pose. Donc, en fait, c'est vrai, quand on vient sur un salon, on a quand même envie d'y passer un peu de temps. Et nous, c'est un vrai sujet, la restauration. C'est pour ça que je ne le prends pas à la On est en légère. France, hein. Et voilà. Et on a développé, nous, depuis que 2 ans, sous ce Péristyle, justement, une offre qu'on appelle la guinguette avec 5 food courtes, un bar et une offre sucrée aussi où les gens peuvent se poser ensemble. Et c'est très, très convivial. Et en fait, sous ce Péristyle-là, donc, on a l'offre de restauration et c'est aussi à cet endroit-là qu'on fait le dimanche notre marché d'antiquités photographiques avec la foire de Bièvre, donc la brocante en fait argentique qui a lieu le dimanche sous ce péristyle à côté de l'offre de restauration. Donc c'est une visite à part entière en fait le dimanche et très très sympa. Bon, bah c'est parfait. Merci beaucoup, Bariane, de nous avoir accordé un petit moment. On reste avec Simon en studio, puis on va rentrer un peu plus dans les détails de la programmation de cette édition 2025 du Salon de la Photo. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Bon, alors, Simon, pour commencer, on va évoquer la relation qui existe entre les Français et la photo dont le salon est naturellement le reflet. Depuis 2015, tous les ans, l'AFNUM, l'Alliance française des industries du numérique, qui représente les fabricants d'appareils et d'accessoires photo, fait réaliser une étude pour le salon pour prendre en quelque sorte la température du marché côté consommateur. On vous propose d'écouter le témoignage de Philippe de Cuetos, le directeur des affaires techniques et réglementaires de l'AFNUM, qui nous synthétise les conclusions de la dernière édition. La première conclusion qu'on a de cette étude des 10 ans, c'est qu'on a vu une véritable démocratisation de l'expertise photographique avec des gens qui se disent de plus en plus experts dans leur pratique. On est passé de 29% en 2015 à 42% aujourd'hui. Donc voilà, il y a une montée en expertise qui s'accompagne aussi par un développement de la passion pour la photo, parce qu'on a aussi de plus en plus de pratiquants qui se déclarent passionnés de la photo. Et on atteint cette année 62% des personnes interrogées qui se déclarent pratiquants de la photo. En 2015, on en avait 53%. Donc là, on a gagné 9 points en 10 ans de personnes passionnées par la photo. Et à côté de ces grandes tendances, on a aussi de nouvelles tendances qu'on a vues apparaître ces dernières années. On peut citer par exemple les personnes qui choisissent leur destination de vacances en pensant déjà aux photos qu'ils pourront prendre pendant leurs vacances. Et là, on a plus un pratiquant photo sur deux qui est dans cette situation. On a aussi la randonnée photo qui est un loisir en plein essor et pas mal de pratiquants qui ont envie de faire des randonnées photos. À côté de ça, la captation de vidéos, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années notamment avec les appareils aussi hybrides. Une personne sur deux de la génération Z, donc les jeunes et très jeunes qui filment quotidiennement des vidéos. On a les effets sur la photo et les filtres qui se développent aussi. Donc, on a une utilisation de plus en plus élaborée de la photographie lorsqu'elle est prise, qu'elle soit prise dans le smartphone ou à partir d'un appareil photo numérique. Au niveau de l'impression de photographie, on voit en fait que c'est une pratique solide malgré le développement du numérique et des posts sur les réseaux sociaux. On a une impression qui reste stable avec 88% des Français qui impriment toujours leurs photos. Donc ça se maintient, c'est un chiffre qui se maintient depuis 2015. Alors tous les voyants sont ouverts pour la pratique de la photographie. C'est ça qui est enthousiasmant et c'est ça qui voilà nous porte, nous qui représentons les fabricants d'appareils photo et d'accessoires. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que c'est les smartphones qui ont généralisé et démocratisé cette culture photo. Et maintenant, les personnes qui ont des smartphones et qui veulent aller plus loin dans leur pratique de la photo et leur expertise de la photo, bah, ils vont passer à des appareils photo numériques pour pouvoir utiliser des modes plus experts, pour avoir plus de possibilités dans leur pratique et leur passion.
Bon, et pour ceux que ça intéresse, hein, évidemment, cette étude est accessible librement et gratuitement depuis le site de la FNUM. Bon, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, Simon. Depuis 10 ans, la photographie semble conserver une place importante dans le cœur des Français, si on comprend bien. Oui, je crois que quand on regarde le visitorat du Salon de la photo, on voit de plus en plus de jeunes qui viennent, qui sont intéressés par la photographie, qui souhaitent peut-être passer le cap entre le smartphone et l'appareil photo, et qui viennent pour voir tout ce qui est nouveau, tout ce qui peut être possible en accessoire pour les aider à avancer dans leur recherche. Et justement, je pense que Philippe, il le dit très bien, pour nous, le smartphone, c'est un début. Et donc après, on veut approfondir toutes les techniques parce qu'on ne peut pas aller trop loin. Et avec des appareils photo, évidemment, qui coûtent plus cher, il faut pas savoir s'investir, mais ils se rendent compte que ça vaut le coup à la longue. Oui, il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'échanger un petit peu avec Raymond Depardon, qui me disait que selon lui, la France était le pays qui aimait le mieux la photo. Est-ce que toi, tu penses un petit peu la même chose ou comment tu vois ça? Moi, ayant vécu en France depuis 40 ans, je me sens presque français. Ah bah, c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Et en réalité, même si l'Angleterre est l'invention de la photographie en Angleterre ou en France, il y a en France. Il y a un peu le débat. On pourrait faire une débat. émission sur ce sujet-là, Oui, voilà. si tu veux. Il y a pas de débat. La France, c'est quand même le berceau de la photographie. Et puis, la deuxième moitié du XXe siècle, de la photographie humaniste et la popularité des photographes comme Robert Doisneau. Robert Doisneau, tout ça. Et c'est vrai, cette démocratisation du smartphone, elle fait penser à cette démocratisation qu'il y a eu dans les années 60 auparavant, avec l'appropriation pour l'usage amateur, les films, les photos familiales. En quelque sorte. C'est-à-dire que l'appareil photo était plus abordable, surtout avec les appareils jetables ou les appareils couleur. Et donc, chacun pouvait faire ses propres souvenirs, ce qui n'était pas le cas avant, je pense. Et donc, il y a un engouement, je pense, pour la photographie. On n'a qu'à regarder tout ce qui se fait en livres photos, que ce soit des grands noms ou des photographes actuels. Il ne faut pas oublier non plus que la France, c'est le pays où il y a le plus de festivals photos. Ouais. Énormément, où le public sur l'Hexagone a la possibilité de découvrir plein de sujets, le portrait, la photographie de guerre, le photojournalisme, la photo animalière, créative, etc. Donc, on est très, très gâtés. Et les photographes eux-mêmes peuvent aussi montrer leur travail dans le cadre de ces festivals avec les lectures de portfolio. Et ils ont la possibilité d'aller dans plusieurs écoles de photos pour apprendre le métier. Oui, puis en parlant de lecture de portfolio, c'est très intéressant aussi, un des chiffres qui a été avancé par Philippe de Couetos, c'est la matérialité dont ont besoin encore les Français, avec 88% qui effectuent des tirages. Je trouve le chiffre hyper impressionnant, quoi. C'est même limite surprenant, alors qu'on parle beaucoup de smartphones. Absolument. Et faire ses propres tirages, c'est coûteux. Donc, je pense que pour les jeunes professionnels, c'est important d'avoir un avis ou des avis sur leur travail avant de se lancer dans des tirages coûteux. Alors, le salon de la photo, c'est évidemment les stands des constructeurs, leurs animations, le fameux village de vente, et on va y revenir. Mais c'est aussi un impressionnant espace culturel dédié à la photographie. Tu es quand même très bien placé pour le savoir. Tous les ans, le salon est associé à une grande exposition. L'année dernière, elle a été consacrée à la collection photographique de la FNAC, qui est conservée au musée Nicéphore-Niepce. J'ai d'ailleurs appris que la FNAC avait une collection à cette occasion-là. Et cette année, il est encore question de la mise en lumière d'une collection qui nous plonge là dans l'histoire visuelle italienne. C'est la collection photographique de la maison d'édition romaine Contrasto et de la fondation Forma. On vous propose d'écouter le témoignage d'Alessandra Muro, la directrice éditoriale de la maison d'édition Contrasto, nous en parler.
c'est vraiment une aventure italienne. On commence en montrant notre petit patrimoine photographique, qui est un patrimoine créé au cours des années et des expériences et des projets avec nos amis, nos partenaires, interlocuteurs, photographes avec qui on a créé des livres, des expos et des autres projets. Et donc, c'est un peu une histoire qui est naturellement l'histoire de la photographie italienne, mais aussi notre histoire. Par exemple, on commence avec une sélection d'une collection qu'on a acquis il y a 15 ans sur des images du 19e siècle de Rome. Donc, une série des photos dans les premières photos de Rome. Et après, petit à petit, on voit comment on a réalisé la possibilité de vivre et de travailler dans l'Italie. Donc, on a commencé à travailler sur la photographie des documentations, la photographie italienne de l'après-guerre. On a des images des grands interprètes italiens, Italo Zani, Gianni Berengo Gastini, qui est un photographe très connu et génial, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 mois. Et Ferdinando Scianna, un grand photographe italien aussi, les premiers italiens de l'agence Magnum. Et voilà. Et puis, on suit, si vous voulez, les projets qu'on a réalisés et aussi la photographie italienne. Les derniers projets encore sur Rome, parce que on vient de réaliser une exposition sur la ville de Rome dans les Jubilés avec 3 auteurs qui ont travaillé les derniers printemps pour raconter Rome dans les Jubilés avec les pèlerins, avec tout ce qui est arrivé, la mort d'un pape, l'arrivée de l'autre, etc. Et donc, avec les images de ces 3 auteurs, on terminera. Donc, si vous voulez, c'est comme un cercle. On commence avec Rome dans le 19e siècle et on termine avec Rome aujourd'hui, avec des photos qui ont été réalisées il y a quelques mois. Naturellement, il y a une exposition ouverte à tout le monde, aux amateurs de photographie, aux gens qui connaissent rien de la photographie italienne, à les familles. Enfin, je pense que c'est une exposition avec laquelle on peut découvrir un peu d'Italie, on peut reconnaître des images que peut-être on connaît déjà, parce que il y a aussi des images très célèbres. Et voilà, et on peut faire un petit tour dans la ville de Rome et en Italie en général. Moi, ça donne envie, hein, quand même. Après son témoignage, Simon, c'est assez intéressant finalement de mettre à l'honneur des collections au travers de cette et de ces grandes expositions, puisque ça permet de montrer au public le travail d'un véritable panel de photographes. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des expositions de collection au salon. Il peut y avoir des collections publiques, comme le musée Nicephore Niepce et le FNAC, c'est privé mais un peu public en même temps. Et puis des collections privées comme la collection de Florence et Damien Bachelot que j'ai présentée en 2019. Ça, c'était vraiment la photographie créative, contemporaine. Là, pour une aventure italienne, moi, je suis très séduit par toute la photographie de la deuxième moitié du XXe siècle italien, ayant travaillé un peu avec certains photographes comme Nino Migliori, Mimo Iodice, Franco Fontana. Ce sont des personnes d'un certain âge, assez avancé, mais qui ont marqué la photographie italienne. Et puis, la maison Contrasto est assez célèbre dans le monde avec son directeur Roberto Koch et Alessandra Mauro. Et donc, je pense que c'était important de montrer
quelle était la richesse de cette collection et tout le travail qu'ils ont mis en œuvre depuis tout ce temps à faire apprécier la photographie, non seulement en Italie, mais à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec Alessandra et nous avons travaillé à Beyrouth, à Sanary pour Photomed et cette fois-ci au Salon de la Photo, j'ai le grand plaisir de l'accueillir avec la collection. Et puis elle a évoqué ce magnifique photographe qui était Berengo Gardin, qui nous a quittés le 6 août dernier. Je vais juste signaler qu'il y a une expo, très belle expo à la galerie Polka en ce moment pour les gens qui veulent peut-être découvrir ce photographe avant d'aller voir ses œuvres parmi d'autres au Salon de la Photo. Absolument, ce sont des tirages platine, palladium, exactement. absolument magnifiques, un peu dans le même style que l'exposition chez Polka de Salgado il y a quelques mois. Oui. Ce sont des tirages absolument sublimes et ça montre aussi la qualité de ce qu'est l'image une fois qu'elle est tirée. Et justement, on peut passer beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Mais le tirage lui-même, la matière, c'est tellement important au niveau du regard. Et donc, cette opportunité de voir cette panoplie de photographes, y compris des grandes stars comme William Klein et Martin Parr, etc., qui fait une partie de l'exposition, le travail qu'ils ont fait avec des compagnons de route, comme ils disent. Oui, Jean-Christophe Béchier, qu'on a reçu récemment, qui a été à l'honneur du Salon de la Photo aussi, dit souvent qu'une photo n'existe qu'une fois imprimée. Voilà. Oui, il n'est pas le seul à le dire. Mais j'aime bien cette phrase. Oui, c'est très important pour lui et je suis assez d'accord avec cette idée parce que je pense que c'est important pour le public de songer un jour à collectionner. C'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais nous avons cette année aussi ce qu'on appelle la galerie des artistes où des photographes indépendants vont pouvoir vendre des photos à des prix raisonnables. Donc, on essaie d'attirer aussi des collectionneurs vers le salon. Tiens, petite question stratégique, là, Simon. Quand on vient au salon pour une seule journée, à quel moment on fait la grande exposition ? Le matin à la fraîche, à l'heure du déjeuner parce que c'est calme, ou en fin de journée ? Je pense que le visiteur du salon de la photo, en arrivant au rez-de-chaussée, il va tout de suite vers les marques, voir quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a à voir, est-ce qu'il va faire nettoyer son capteur, est-ce qu'il va assister à des présentations sur les stands. Donc, je pense que après, il monte à la mezzanine où il y a presque tous les festivals montrés, les expositions, pour visiter, j'espère d'abord la grande expo et ensuite les autres. Aller vers les autres expositions. Elle est bien indiquée quand même, hein. On sait la trouver. Oui, c'est le grand pont qui traverse la grande halle. Bon. Et c'est pas loin des stands pour aller se restaurer. Tout à fait. Évidemment, cette exposition, c'est pas la seule qui est proposée sur le salon cette année. Un très grand festival photo s'invite, tu l'as évoqué, pour la première fois dans les murs de la Grande Halle avec une exposition poignante intitulée « Témoigner pour ne pas fermer les yeux ». Tu peux nous parler un peu de cette collaboration avec Bayeux, ce partenariat entre le Salon de la Photo et Bayeux ? Tout à fait. Alors, le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre a été créé en 1994 pour fêter les 50 ans de la libération de cette ville, qui était la première ville libérée, je pense. Oui, et donc, avec Lee Miller qui faisait des photos. Lee Miller, ah oui, d'accord, très bien. À Saint-Malo. Donc, cette année, nous allons accueillir ce festival, enfin une sélection de 45 images des photographes primés depuis les débuts de ce festival. Un best-of, quoi. Un best-of, oui, voilà. Donc, on a plusieurs photographes qui sont il y en a plein qui sont déjà passés à ces micros. Hein. On peut citer Éric Bouvet, Véronique de Viguerie, même Patrick Chauvel, qu'on n'a pas eu l'honneur d'avoir en live, Benjamin, mais qu'on a déjà entendu en capsule. Plusieurs fois et qu'on va entendre sous peu, à nouveau. D'accord.
Donc, ce festival est accueilli au Salon de la Photo et l'exposition, même si le sujet est la guerre et les conflits, nous avons conçu l'exposition avec Bayeux pour sensibiliser le public aux événements, à tout ce qui s'est passé dans le monde, mais qu'on n'a pas mis les images les plus difficiles, les plus... On peut y aller en famille, quoi. Oui, on peut, un peu. Même si, en lisant les textes, les légendes, il y a parfois des situations terribles. Oui, mais nécessaire. En tout cas, c'est bien que vous fassiez ce partenariat, parce que c'est souvent un crève-cœur ces dernières années de devoir choisir entre aller à Bayeux C'est vrai. ou aller au Salon de la Photo. En tout cas, personnellement, c'était à chaque fois compliqué. Ah oui, et justement, c'est exactement les mêmes dates. Bah Donc, oui. vous avez le choix, mais d'abord passer par le salon pour voir l'histoire et ensuite prendre le train pour Bayeux. Bon, il y a d'autres partenariats, évidemment, entre le salon et des festivals de longue date. On peut citer le Festival international de la photographie culinaire qui va proposer une exposition très grand public. Là, pour le coup, il n'y a pas débat là-dessus. Écoutez, on a reçu ce festival depuis le 2016, je crois, et toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie, puisque son directeur Jean-Pierre Stéphan est très actif et connaît parfaitement son sujet et invite une vingtaine de photographes chaque année de produire sur un thème 3 images. Et ensuite, il y a un concours, un jury qui décerne plusieurs prix. Et donc, nous présentons au salon une sélection de ces images. Et je crois savoir que la délibération sera pendant les dates du salon. Ok. Et il y a le 104 aussi qui s'invite dans le salon. Enfin, pas le 104, le festival Circulation, qui historiquement est au 104. Oui, le festival Circulation, nous avons... solliciter la curatrice de pouvoir accueillir quelques photographes qui ont été présentés dans cette édition 2025. Et nous avons choisi 3 photographes très, très différents qui sont représentatifs de la jeune création européenne. Ouais. Voilà. Donc, c'est très, très varié, très coloré et il y a une mise en scène, une scénographie assez étonnante. Et c'est ce qui nous avait frappé en visitant le 104 parce qu'ils mettent beaucoup de travail dans la présentation des œuvres. Donc, c'est une première pour l'exposition de Circulation, mais ce n'est pas la première fois qu'ils viennent parce qu'il y a quelques années, on accueillait Little Circulation pour les enfants. Qui était donc, très bien. Pendant 2-3 ans, nous avons eu un stand avec l'exposition Little Circulation. Il y a aussi l'exposition des femmes, les femmes s'exposent, en extérieur. En fait, c'est une exposition qui a été présentée déjà en extérieur que nous reprenons. Et donc, en arrivant au salon, vous allez pouvoir passer par cette exposition avant l'entrée du salon. Ah, sur le côté, sur l'allée qui mène au salon ou alors sur le parvis sous le péristyle, puisque cette année, l'entrée est sous le péristyle. D'accord. Ah oui. Alors, au-delà de la programmation officielle, il y a aussi beaucoup, et naturellement, d'images et d'expositions à découvrir sur les stands des marques. Et Canon, par exemple, présentera le projet World Unseen, dont tu as évoqué quelque chose en début d'émission. Nous, on vous en a déjà parlé plusieurs fois à ces micros. Benjamin, tu avais fait une super story à l'occasion de la présentation de cette émission pour la première fois il y a quelques mois, étonnamment, il y a pas longtemps, à la Grande Halle de la Villette aussi. En tout cas, on vous propose d'écouter Cécile Fayet, qui est la directrice de la communication de Canon France, nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce concept pour le moins extrêmement original et intéressant. Canon World Unseen, qu'on a traduit par Au-delà du visible, c'est une exposition photographique qui a un double objectif. Permettre tout d'abord à des personnes déficientes visuelles de découvrir au toucher des photos qui ont été imprimées en relief, avec leur légende aussi imprimée en braille, et donc de découvrir toutes ces histoires touchantes d'ailleurs que racontent ces images.
Donc, on permet à ces personnes déficientes visuelles d'accéder en fait à l'art photographique. Il y a un deuxième objectif, c'est de sensibiliser le grand public à la déficience visuelle, parce que au-delà de l'expérience tactile que chacun peut avoir, cette exposition, bien sûr, elle est ouverte et accessible à tous. Il est présenté sur chaque panneau la même image qu'on présente en relief, mais obscurcie, déformée, avec une présentation de différentes pathologies. En fait, on peut comprendre, nous tous, comment une personne déficiente visuelle perçoit cette image quand elle est atteinte de cette pathologie. Par exemple, un glaucome, une cataracte, une maculopathie diabétique, etc. Donc, il y a un véritable objectif aussi de sensibilisation du grand public à la déficience visuelle dans un objectif d'inclusion. Cette exposition, elle regroupe 12 images de grands photographes et elles ont été imprimées sur des tables à plat Arizona et qui permettent en fait par différents passages, alors ça prend beaucoup de temps bien évidemment, beaucoup plus qu'une imprimante traditionnelle, mais d'imprimer donc en relief ces images, d'imprimer aussi les légendes en braille et donc de permettre à ces personnes, soit aveugles, soit déficientes visuelles, de découvrir toutes ces images. On a eu la chance, l'honneur en fait d'avoir de très grands photographes qui nous ont accompagnés sur ce projet et qui ont été très enthousiastes d'ailleurs sur ce projet. Des grands noms tels que Sebastião Salgado qui nous a malheureusement quittés cette année, mais aussi Pascal Maître, Brent Stirton, Nikos Aliagas aussi, un grand ami de la marque, nous a confié avec plaisir une de ces très belles images. Stéphane Granzotto également, donc voilà, de très grands photographes dont on est très fiers, qui nous ont accompagnés sur ce projet. Il était absolument indispensable de se faire aider par des spécialistes en fait, des personnes qui connaissent parfaitement l'univers de la déficience visuelle. Donc bien sûr notre premier partenaire ça a été la Fédération des aveugles et amblyopes de France, vers qui on s'est tourné, qui a été très enthousiaste sur ce projet et qui continue à l'être parce que on continue avec la fédération à présenter cette exposition World Unseen sur différents endroits. Donc et on a travaillé aussi avec l'agence de design inclusif Tactile Studio qui a imprimé toutes ces images et ils nous ont aidés aussi à imprimer non seulement les images, mais aussi à les poser sur des meubles, parce que bien évidemment, c'est une exposition qui est différente en fait de celle qu'on voit habituellement sur des murs. Toutes les images sont présentées sur des meubles qu'on peut toucher quand on est debout. Bon. Simon, est-ce qu'il y a d'autres expositions ou peut-être projections à ne surtout pas louper sur cette édition 2025 du Salon de la Photo? Et oui, nous avons la grande chance de pouvoir visionner le dernier film de Vincent Munier, qui aura lieu le vendredi 10 octobre à 17h15 dans l'auditorium Boris Vian. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer, puisque nous avons l'exclusivité avec Nikon pour cette projection. Oui, puisqu'il ne sort qu'au mois de décembre. Hein, le 17 décembre. C'est une grosse avant-première. Hein. Donc c'est beau. Ça rappelle ce que vous aviez fait, ce que je citais en préambule avec Thomas Pesquet, Vincent et Laurent dans l'auditorium d'ailleurs. Hein, oui, c'était un grand souvenir cette rencontre. Je pense qu'ils ont lancé les invitations un matin à 9h et à 9h30, tout était pris. Ah bah oui. On peut la revoir d'ailleurs hein, sur la chaîne grandiose, YouTube c'était grandiose, de Nikon France. On peut revoir donc, l'intégralité. Je pense qu'on va pouvoir prendre les places sur notre site internet. Ce n'est pas encore mis en place, mais ça sera pour les jours qui viennent. Et vous pouvez aller voir la bande-annonce déjà du film sur le site de Vincent, et les éditions et productions Kobalan. Oui, ça s'appelle Le Chant des Forêts. Absolument. Faut parler aussi un peu des Zooms. C'est le grand concours photo organisé par le Salon en collaboration avec le CP+, hein, qui est un peu l'équivalent du Salon de la photo, mais version Japon. Et les Zooms fêtent leurs 15 ans cette année. Et comme chaque année, il sera possible de découvrir les images des lauréats à Paris au Salon, mais aussi au Japon début 2026 dans le cadre du CP+. Simon, tu peux nous expliquer rapidement un peu
le mode de fonctionnement de ce concours qui est un peu particulier quand même. Oui, la particularité de ce concours est que ce sont des éditeurs des magazines photos qui proposent un photographe ou une photographe ou des photographes sur un sujet pour le concours des Zooms. Donc, chaque année, il y a entre 8 et 10 candidats. En même temps, on met en ligne le portfolio de 10 images et il y a un vote du public. Le public décerne un prix et le jury, qui a lieu tous les mois de septembre, décerne le prix de la presse. Et ce n'est jamais le même, enfin très rarement le même. Donc, on a cette année délibéré, mais je ne peux pas encore révéler les personnes qui ont remporté les 2 prix. Et sans révéler les lauréats, est-ce que tu pourrais quand même nous partager peut-être 1 ou 2 coups de cœur personnels de toi-même sur la sélection des 9 candidats de cette année? Bon, moi, j'ai été très séduit par le travail d'Alexandra Oza, qui a été présenté par Damien Rouet, rédacteur en chef de Phototrend. Qu'on connaît très très bien ici. Et c'est un travail très délicat en double exposition, en argentique. À premier regard, on dit « Ah, c'est du Photoshop ». Non, pas du tout. Ce sont des villes avec des images de plantes, mais la manière dont la personne a disposé les mises en page m'a beaucoup marqué. C'est d'une grande sensibilité. C'est une jeune femme ukrainienne qui habite en France maintenant. Parmi d'autres, j'ai beaucoup aimé le travail de Alain Licari. C'est un photographe qui habite à Conakry actuellement, je pense, en Afrique, mais qui a été aux États-Unis pour photographier une communauté, un village où il y a peut-être 60 ou 80 habitants, un peu paumés, un peu perdus dans le Wyoming, je crois. Un travail en noir et blanc. Et il est vraiment rentré dans l'intimité de ces personnes, même ceux qui lui avaient pointé un fusil à la première approche, mais il a insisté, c'est justement sa manière de travailler. Bon. Alors toujours dans le cadre de cette programmation culturelle, le Salon propose également, comme chaque année, un cycle de conférences avec les fameuses grandes rencontres et son casting de rêve avec des personnalités de renom. Cette année, il sera par exemple possible de venir écouter Mathieu Ricard, moine bouddhiste, humanitaire, auteur, traducteur et naturellement photographe, avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir il y a quelques jours au sujet de son nouvel ouvrage intitulé Lumière. Mais c'est sûrement pour parler de la photographie en général, puisque c'est l'aboutissement de plus de 60 ans de photos et du thème particulier de la lumière qui m'est très cher, bien sûr. Donc, l'idée, c'est que photographie, photographein en grec, ça veut dire écrire, dessiner ou peindre avec la lumière. Et d'ailleurs, Alphonse de Lamartine avait dit, la photographie, c'est l'art de peindre avec la lumière. Donc, disons qu'il y a des sources solides pour en prendre ce thème. Et c'est un petit peu comme les figures livres en patinage artistique, c'est-à-dire, ce n'est pas des figures imposées, mais là, je me suis fait plaisir en déclinant les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Et puis aussi en reliant ça au symbolisme des couleurs dans le bouddhisme, puisqu'en partant du blanc, après le jaune, après le rouge, après le bleu et le vert, ça correspond à 5 sagesses qui correspondent à la transformation de 5 poisons qui nous empoisonnent l'existence, à savoir la haine, l'obsession, le manque de discernement, l'orgueil et la jalousie. Donc voilà, donc c'est un peu, le texte est basé là-dessus, mais c'est vraiment une symphonie chromatique. Donc il y a quasiment pas de texte dans le déroulé des photos. Il y a une introduction assez large et puis les légendes à la fin. Mais donc je me suis fait tout à fait plaisir en passant du microcosme au macrocosme et en explorant cette symphonie de couleurs. Et c'est inspiré beaucoup d'un photographe qui m'a beaucoup inspiré depuis toujours, qui est Ernst Haas, qui a, comme on dit, qui a fait rentrer la photographie en couleur par la grande porte dans le monde de la photographie.
et dont j'admirais beaucoup le livre, par exemple, La création. Et c'est quelqu'un dont je ne me lasse pas de contempler les photos. Et donc, voilà, c'est un peu pour moi une source d'inspiration. Et donc, c'est un peu dans cette ligne que j'ai travaillé. Ça fait toujours plaisir d'écouter Mathieu Ricard. Je me souviens de son enthousiasme et de sa passion à nos micros, puisqu'on lui avait consacré une grande émission au coin du feu. Simon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du déroulement des grandes rencontres et de cet événement avec Mathieu Ricard en l'occurrence? Alors, tous les ans, on reçoit des photographes, parfois très célèbres, parfois moins, mais qui sont des artistes accomplis. Et je salue Didier Defaïs qui nous a quittés il y a 2 ans, qui s'occupait de cette activité au Salon de la Photo que j'ai repris, qui a fait venir plus d'une centaine de photographes au Salon de la Photo. Donc, cette année, nous avons une dizaine de personnes. Nous accueillons l'actrice Audrey Tautou qui a fait une exposition cette année qui s'appelle Superfacial. On peut voir au Quai de la Photo. Au Quai de la Photo, je pense, les derniers jours maintenant. Et donc, elle viendra parler de ce travail. Et l'incontournable Jean-Marie Perrier, que nous connaissons tous. Donc, je suis très content qu'il ait accepté de venir partager ses souvenirs et tout son travail. Véronique de Vigry, qui est lauréate du prix Bayeux à plusieurs reprises, je pense. Et de Visa aussi. Et qui va représenter le festival sur le plateau des Grandes Rencontres. Gérard Oufferas, un photographe que j'aime beaucoup, qui a beaucoup photographié la danse, l'opéra, la mode, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup en noir et blanc, et avec beaucoup de sensibilité. Alessandra Mauro et Roberto Koch vont parler de la collection Contrasto. Ils vont nous raconter comment ils ont mis en place cette maison d'édition et le travail qu'ils ont accompli avec tous ces photographes. Et cette année, Polka organise une grande rencontre en hommage à Sebastião Salgado avec Yann Arthus-Bertrand et Alain Genestar, qui est le directeur de Polka. Et ami de Sebastião. On avait consacré au coin du feu à Sebastião. En sa présence ici, c'était un des plus grands moments, je pense, de ce podcast. Et Lélia, sa femme, et Alain avaient beaucoup aidé à avoir ces contacts. Je sais que le mois d'août, à l'Institut Terra au Brésil, ils ont planté un arbre sur le terrain avec 400 personnes avec les cendres de Sebastião. Donc, c'est une grande cérémonie de souvenirs. Donc, Alain Genestar était là, je crois. Nous accueillons aussi Patrick Zachman, formidable photographe de Magnum, et qui va parler sur plusieurs sujets, mais nous savons que c'est lui qui a été le seul photographe à pouvoir avoir accès à Notre-Dame. Oui. Et donc, j'espère qu'il va aussi nous partager ses expériences. Et qui travaille beaucoup sur la Méditerranée, le rapport à ses origines, etc. C'est passionnant. Et il y a Pierre-Élie de Pibrac aussi. Oui, Pierre-Élie, c'est un photographe. Travail sur la Havane, magnifique. Oui. Pierre-Élie revient de l'Israël où il a passé 8 mois pour terminer le 3e volet de son travail. Il avait fait un travail à Cuba, au Japon et en Israël. Il a suivi des personnes, disons, dans des pays un peu isolés pour comprendre comment ils s'expriment, comment ils vivent, quels sont leurs sentiments, quelles sont leurs souffrances et leurs espoirs en même temps. Donc, c'est un travail que j'aime beaucoup. Et il a eu des expériences assez importantes et un peu difficiles en Israël, il m'a dit. Donc, c'était un moment un peu compliqué. Bon. Et parallèlement aux grandes rencontres, il y a en plein milieu du salon ce que vous appelez la scène live, sur laquelle
ce succès tout au long des différentes journées, des sessions animées par des créateurs de contenu, des photographes et des vidéastes. Alors parmi les intervenants cette année, on peut citer par exemple Édouard Salmon, Benjamin, qu'on a reçu à ses micros il y a quelques semaines maintenant, la portraitiste Émilie Zangarelli, le photographe Jonathan Bertin, la photographe Lina Kézard, le vidéaste Olivier Schmitt, qu'on connaît bien, le photographe Sébastien Roignan et même le photographe Odieux Bobby, avec qui nous avons pu échanger quelques mots et qui sera sur la scène live le vendredi 10 octobre de 18h à 18h30 pour parler de son nouveau livre avec Fisheye. Déjà, c'est une conférence qui va se faire avec Benoît Baum, le responsable, le directeur et le créateur de Fisheye. Et ça va être une conférence en fait autour de la création de mon premier livre, Cafucho. Il est sorti aux éditions Fisheye et il est sorti en juin dernier. Donc là, on fête ces 6 premiers mois. Je pense que la conférence, elle s'adresse un peu à tout le monde. Elle s'adresse déjà à ceux qui aiment la photo, parce que au-delà du livre, c'est vraiment de la photo dont on va parler aussi énormément. Et après, je pense que ça peut s'adresser à ceux qui ont envie de faire un livre. C'est pas une chose facile en fait. Il y a plein d'embûches. Même en fait, il y a un gros travail en amont avant de faire le livre. Il y a toute la préparation, le rangement de ces photos et tout. Sachant que moi, c'est quelque chose qui est assez catastrophique chez moi. Et ça s'adresse aussi, je pense, aux gens qui sont pas photographes, mais aussi simplement les gens qui sont curieux de voir aussi l'envers du décor. Avant la conférence, parce que la conférence se risque de se terminer un peu tard, et vu que je suis assez bavard, j'ai souvent tendance à déborder. Donc avant la conférence et aussi après, on fera des signatures et on pourra parler, papoter, répondre à toutes les questions. Simon, sur la scène live, c'est des petites interventions et le public est invité un peu en quelque sorte à venir à la rencontre des intervenants pour échanger directement avec eux. Oui, tout à fait. C'est une opération qu'on fait depuis 3 ans maintenant. Créer une scène où les créateurs de contenu peuvent s'exprimer sur beaucoup de sujets et le grand public a un accès très, très facile à cette scène. Je pense que c'était important pour cette partie de la communauté de pouvoir s'exprimer. On n'avait pas ça jusque-là. Et le terme créateur de contenu, c'est tellement vaste que on peut s'y perdre un peu. Et donc, je pense qu'il faut écrire une histoire de cela, parce que quand est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça va aller. Et donc, ces personnes qui viennent s'exprimer sur leurs difficultés, sur même la partie financière de la production, c'est très important pour le public et pour les personnes qui souhaitent aussi s'y mettre. Et puis ça montre aussi l'importance de plus en plus importante de la vidéo sur le salon. On pourra les voir à distance, ces rencontres-là. Tout à fait. Je pense que sur la scène live, tout est relié sur Internet, donc on peut reprendre après. C'est des périodes très, très courtes, mais il y a une interaction avec le public. On peut poser des questions, on peut échanger, et c'est fait avec beaucoup d'enthousiasme, et il y a une équipe derrière qui gère tout ça. Simon, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le forum des professionnels ? Oui, tout à fait. Même si le salon de la photo est un salon grand public, il y a aussi un axe professionnel, et nous organisons ce qu'on appelle le forum des pros. C'est une manière pour des professionnels de s'exprimer, de partager leurs idées, leurs inquiétudes et l'état du marché ou de la profession. Donc, on organise sur les 4 jours plusieurs événements organisés par le FFPMI ou l'UFPP, l'EICA par exemple. Donc, je cite quelques titres. Calculer son coût de revient. Photographe de niche, explorer l'inattendu. Ouais, c'est très pro, quoi. Un outil complet et intuitif au service de tous les vidéastes. Intelligence artificielle et workflow du photographe.
photographie corporate, tout savoir sur la cession de droits et le double statut, donc, etc. Donc, c'est très pointu c'est et très précis, important pour les photographes professionnels d'avoir des réponses, savoir où ils en sont, quels sont les pièges et quelles sont les difficultés. Bon, et je précise d'ailleurs que ces fameux photographes ou vidéastes professionnels peuvent se faire accréditer pour venir sur le salon et qu'évidemment, l'entrée est gratuite Absolument. pour tous les professionnels sur accréditation uniquement. Et d'un point de vue un peu pratique, ce qu'on voit là, le programme, il est quand même très dense. On peut même se dire que c'est impossible d'avoir une vision exhaustive de ce que vous proposez en une seule journée. Comment on peut faire pour organiser un peu sa journée? Où est-ce qu'on peut retrouver le programme détaillé complet? Alors, il suffit d'aller sur le site du Salon de la Photo, www.lesalondelaPhoto.com, et tout est écrit, tout est noté dans la partie animation, par exemple. On trouve le programme de la scène live, des grandes rencontres, la partie exposition, tout ce qui concerne les festivals et la grande exposition. Et puis, tout ce qui concerne les marques aussi, s'ils ont des conférences sur leur stand, tout est marqué et les horaires sont bien notés. Mais il y a de la matière. Il va falloir faire des choix quand même. Oui, il faut gratter. Voilà. Bon. Alors le salon, c'est aussi, peut-être même avant tout, le royaume du matériel et de la pratique photo. Presque tous les grands constructeurs de boîtiers, d'optiques, d'accessoires, aussi bien dans l'univers de la photo et de la vidéo, sont présents avec des stands où il est possible de découvrir leurs produits. On peut les prendre en main, on peut les tester, on peut se faire conseiller par des experts et on peut même les acheter auprès de l'un des revendeurs spécialisés du fameux village de vente composé cette année, comme l'année dernière, de camarades du groupe 1865 par l'intermédiaire de Panajou et de la Fnac. On vous propose d'écouter le témoignage de Franck Bernard, le directeur de la division grand public de Fujifilm France, qui était également président du Salon de la Photo, nous parler de cette édition 2025 côté marque et village de vente. Effectivement, ce salon de la photo, à ce jour, se présente très très bien. Si on compte le nombre d'exposants qui se sont préinscrits pour cet événement, on est à 85 exposants, à peu près 12 nouveaux exposants par rapport à 2024. Donc, on peut que s'en réjouir. Évidemment, dans le cadre de ce salon, comme les années précédentes, on va retrouver les grandes marques qui produisent du matériel destiné à la prise de vue. Voilà, on va retrouver toutes les marques photo aujourd'hui qui sont présentes sur le marché français. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Bien sûr, on va aussi retrouver un espace professionnel dédié au print, donc à tout ce qui concerne l'impression, avec la possibilité donc de découvrir des machines qui sont dédiées à l'impression sur place essentiellement. Pour un village de vente, donc les 3 marques qui se sont inscrites sur ce village, c'est les mêmes que les dernières. On va retrouver la Fnac, Camara et puis Panajou Photo du Cirque qui ont souhaité une nouvelle fois participer à cette édition. Et c'est vrai que découvrir et acquérir, c'est 2 choses différentes. Donc, ils vont pouvoir, les consommateurs finaux, les gens intéressés pourront visiter les stands des marques et évidemment, après, au choix de en fonction de leur choix, bien sûr, se rendre sur ces stands. Et je sais aussi que de nombreuses marques vont proposer aux consommateurs finaux de faire des workshops et d'aller tester en grandeur nature le matériel avec leurs ambassadeurs ou quoi. Bon, Benjamin, sur quoi tu vas mettre en premier tes mains quand tu vas arriver sur le salon cette année en termes de nouveautés? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Bon, moi je triche un peu parce que la plupart, je les ai déjà eu entre les mains. Joue le jeu. Dire. Mais je vais carrément jouer le jeu parce qu'il y en a une qui m'intéresse particulièrement. C'est signé Sigma. C'est une optique qui me fait personnellement rêver. On en reparlera dans les guides matériels de fin d'année, qui est le 135 mm f1.4. 1.4. J'attendais un f1.8. Un 8, ça ne te suffisait pas. Un 4, c'est parfait. Encore mieux, un 4. Donc, j'ai hâte de prendre en main ce joujou. Et donc, le salon est souvent la bonne occasion pour ça. Il n'est pas rare d'ailleurs que le salon soit le théâtre d'annonces de nouveaux produits.
Bon, évidemment, c'est des choses un peu confidentielles, mais est-ce que tu sais si ça s'agite en coulisses de ce côté-là? Oui, je pense que ça s'agite, mais je sais que les marques aiment bien garder, Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, à chaque fois, ils vous disent pas attention, tel jour, il risque de se passer ça. oui, c'est ça. Émeute devant le salon. Mais il y Mais aura peut-être une salle avec des rideaux noirs et quelques journalistes dedans. peut-être, mais je n'ai pas des informations claires là-dessus. Bon, en tout cas, les gros constructeurs, non, tous les constructeurs, et certains d'entre eux proposent des stands absolument démentiels avec des expériences full quoi, aux visiteurs qui peuvent faire de la prise en main, comme je l'ai dit, avoir des réponses à ces questions. On peut tester, emprunter le matériel sur certains stands. Il y a des gros stands qui proposent des conférences, des masterclass, qui proposent des rencontres avec leurs ambassadeurs. Certains proposent même des petites opérations de SAV sur le matériel, un nettoyage de capteurs, on repositionne un petit grip, des petites choses assez simples. Et puis bon, même si écologiquement parlant, les choses se sont là aussi extrêmement calmées, il y a quand même moyen de trouver un ou deux goodies un peu sympa pour se faire une petite collection. Simon, c'est vraiment possible d'acheter sur place, sur le salon, tous les produits qu'on peut voir sur n'importe quel stand? On a la possibilité sur le village de vente d'acheter beaucoup du matériel qui est présenté sur les stands. Moi, personnellement, je ne peux pas dire à 100% si tout ce qu'on présente est Tout ce qui est en accessible. vente, quoi. Tout ce qui est en vente, oui. Mais je sais que c'est la manière d'acheter des choses peut-être à des prix plus intéressants, mais tout n'est pas forcément accessible. Mmh, mmh. Souvent, hein, on y fait des bonnes affaires sur le salon et les distributeurs ou revendeurs proposent même parfois des offres de reprise sur du matériel ancien. Donc, il y a moyen potentiellement de se faire un petit peu plaisir. Alors, le matériel, c'est bien, mais savoir l'utiliser, bah, c'est encore mieux. Et pendant toute la durée du salon, vous proposez également des ateliers, des workshops pratiques et thématiques. Alors, ça dure entre 1h30 et 3 heures. Ça se déroule en petit comité et sur inscription. Parmi les thèmes proposés cette année, il y a un atelier qui est consacré à la photo de plateau de cinéma assuré par le photographe Christophe Brachet, qu'on connaît très bien et qui est déjà venu à plusieurs reprises à ses micros. On l'écoute. Alors, l'idée, ça va être de parler un petit peu de manière un peu plus privée, parce qu'au salon, des fois, je fais quand même des masterclass où il y a beaucoup de monde et je suis très global. Là, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc avec des gens qui sont vraiment intéressés par la photo de cinéma et par la photo de plateau, qui est quelque chose qui est quand même très particulier, qui est une niche, hein, on va pas se mentir. Et l'idée, c'est d'expliquer un petit peu comment je travaille sur un plateau de cinéma et d'essayer de montrer les différentes techniques que je vais utiliser lors de ces ateliers. C'est-à-dire que je vais avoir une actrice qui va être là, et l'idée, c'est qu'on va un petit peu la shooter, on va travailler sur des émotions, on va travailler sur des gestuels, et du coup, je vais un petit peu expliquer comment je travaille quand je dirige une actrice pour une séance posée, mais aussi comment est-ce que je suis discret et je la dérange le moins possible quand elle va vraiment jouer et que moi, je vais devoir me placer pour pouvoir la photographier. Donc, il y a effectivement que 15 personnes. L'idée, c'est qu'on soit pas très nombreux pour pouvoir vraiment discuter et que j'ai du temps avec chaque personne. Donc, c'est vrai qu'un petit groupe, ça nous donne cet avantage-là, surtout si on rentre sur des côtés très techniques. Par exemple, aborder les difficultés d'un plateau de cinéma sur un boîtier que l'on utilise, par exemple. Je donne un exemple, mais comment aborder le rolling shutter et le banding aujourd'hui sur un plateau de cinéma, qui est un vrai problème pour beaucoup de photographes plateau. Comment est-ce qu'on doit se placer sur un plateau pour ne pas déranger l'équipe technique? Comment est-ce qu'on va diriger un acteur ou une actrice quand on demande une photo posée? Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir tous ces tips un petit peu, d'essayer de dégrossir un petit peu le travail et de donner des conseils à ces différents photographes qui veulent peut-être s'orienter vers ce métier ou qui sont déjà dans le métier. Alors, il y a 2 sessions de cet atelier proposées. La première, c'est le samedi 11 octobre et la seconde, le dimanche 12 octobre,
de 10h30 à 12h30. Le nombre de participants, c'est 15, comme l'a dit Christophe. Et les frais d'inscription s'élèvent à 100 €. À noter aussi que Christophe animera une session sur la scène live, consacrée toujours aux coulisses du 7e art, le samedi 11 octobre de 15h à 15h30. Comment on fait, Simon, si on est intéressé par l'un de ces ateliers pour s'inscrire? C'est tout simplement en allant sur le site du Salon de la photo et on va dans la rubrique animation et on trouve les ateliers proposés. Attention parce que au jour d'aujourd'hui, certains ateliers sont complets. Déjà complets, ouais. Pas tout, mais donc c'est marqué quand c'est complet. Mais donc, allez-y si vous voulez vous inscrire. Il y a 3 ans ou 4 ans, Éric Lenoir, l'ancien directeur du Salon de la photo, m'avait parlé du fait qu'il n'y avait pas d'ateliers pratiques. Il voulait vraiment faire venir un public pour pratiquer. Pour faire de la photo. Ouais. Pour faire de la photo. Et donc, on a commencé avec Jean-Christophe Béchet, la photographie de rue, et le nu avec Neil Snape et le portrait avec Arnaud Baumann. Et ils sont toujours fidèles au Salon de la photo. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir Mathieu Forget qui a aussi présenté une exposition et ces ateliers étaient complets assez tôt dans le calendrier. Spectaculaire, voilà. Les photos de Mathieu Forget. On les a vues pendant les JO 2024 à la télé, ces photos avec les athlètes notamment. C'est très impressionnant et c'est sans trucage, c'est sans IA. Absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir comment on peut travailler dans ce sens. On a ajouté cette année beaucoup plus d'ateliers sur des sujets plus pointus. Et donc, on a eu la chance d'avoir un studio en plus. Donc, on peut accueillir tous ces ateliers. Le festival de la photographie culinaire propose 3 ateliers. Je vous invite à aller sur le site pour voir le contenu, puisque cet aspect de la photographie qui peut être vu un peu comme niche, en fait, est très répandu. Et donc, on va pouvoir découvrir comment faire de la photographie culinaire avec son téléphone portable, par exemple. Voilà, le téléphone portable est là. Oui, il est absolument là. Et il y a aussi des ateliers autour de la photo argentique. Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé, que vous sentez Absolument. Je pense que la jeune génération s'intéresse beaucoup à l'argentique, à comment procéder. On en revient au tirage, la matérialité. Absolument. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait justement pour les stocker? Dans le temps, on les stockait d'une manière. Mais maintenant, je pense qu'on doit les scanner et les stocker sur l'ordinateur. Mais ça, chacun a fait comme il souhaite. La réparation d'appareils argentiques, Adrien de Peloche-Moi. Donc ça, c'est un atelier assez pointu pour les personnes qui ont des appareils qu'ils ont achetés peut-être à la foire de Bièvre le dimanche et qui sont déjà cassés, qui sont déjà dans un état assez délabré. Donc ça, c'est un atelier intéressant pour ce public-là. Et il y a aussi les fameux photospots ou spots photos un peu partout dans le salon. Oui, le salon organise ce qu'on appelle les photospots pour que le public puisse gratuitement être accompagné ou assister à des prises de vue. Et donc, on a, puisqu'on est à la Grande Halle, on a tout le parc. Donc, et la photospot nature et astro cette année. Donc, ça sera avec le concours de Montier-Onder, le festival. Et donc, en passant par le stand de Montier, on peut s'inscrire et déjà voir sur le site comment procéder à joindre cet atelier, ce spot. Il n'y a pas trop de pollution lumineuse en plein centre de Paris. On va voir. C'est audacieux. Oui, c'est audacieux, mais c'est Montier qui a proposé de faire ce... Ils ont peut-être négocié une extinction générale oui, avec la mairie de Paris. Ils savent ce qu'ils font. Les incontournables spots macro, light painting,
Photospot Studio pour faire des photos de mode ou de portraits, etc. Photographie d'architecture. Donc, on a la chance d'être dans le parc de la Villette où il y a des structures culturelles magnifiques. Ce n'est pas évident toujours de pouvoir photographier ces édifices puisque certains, par exemple la Philharmonie, Ah, c'est magnifique la Philharmonie. ouais. Mais on a l'accord de certains établissements pour pouvoir photographier. Bon, eh ben, ça fait un beau programme tout ça. Merci beaucoup Simon. Je ne sais pas comment nos auditeurs vont pouvoir s'organiser pour tout faire. Objectivement, en une journée, ça me paraît un peu compliqué. Donc prévoyez de venir 2 fois sur 2 jours. Mais au moins là, vous avez toutes les infos pour essayer de vous organiser au mieux. Ou puis peut-être consulter, comme on l'a dit, les programmes aussi sur les stands de constructeurs, parce qu'en fonction des animations, des conférences et masterclass des uns des autres, peut-être que ça pourra aiguiller la venue des uns des autres selon les jours. Exactement. Merci beaucoup Simon. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec Simon Edwards, le directeur artistique du Salon de la Photo, pour parler de la programmation de l'édition 2025 du Salon qui ouvre ses portes dans quelques jours. Simon, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, la plus importante, quelles sont les dates de l'édition 2025 du Salon de la Photo ? Le Salon de la Photo a lieu du 9 au 12 octobre prochain. Il ouvre à 10h, il ferme à 19h tous les jours. Du jeudi au dimanche et toujours pas de lundi au programme. Mais c'est à Non. l'étude, si j'ai bien compris. Enfin, c'est en réflexion. Ouais. Bon, j'imagine qu'il faut s'attendre à du monde, beaucoup de monde. Il y a eu combien de visiteurs l'année dernière pour qu'on essaye de se projeter un peu sur ce qui peut nous attendre cette année ? On a eu 37 000 visiteurs l'année dernière. On essaye cette année d'atteindre ce nombre, sinon plus. Mais déjà, le samedi après-midi, ça chauffait. beaucoup de monde. Bon, évidemment, ça se passe sous la Grande Halle, dans le parc de la Villette, 19e arrondissement de Paris. C'est extrêmement facile d'accès puisque c'est une porte de Paris, c'est porte de Pantin. Il y a des parkings, il y a le métro, la ligne 5, la ligne 2 est pas hyper loin. Il y a le tramway, il y a le RER, Pantin, ligne E aussi, qui est pas très loin. Il y a du Vélib, naturellement, comme tu le dis, Benjamin. C'est quand même très, très, très facile d'accès. Et si je peux me permettre, beaucoup plus facile d'accès que la porte de Versailles et le parc des expositions, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. En fait, c'est peut-être un peu plus attrayant, surtout. Ça fausse un petit peu les perspectives. Pour le métro, il faut bien aller à la porte de Pantin. Exactement. Si on va Pas à la porte de la Villette, il faudra marcher un peu. Il faut traverser le parc, c'est joli. Ce qui, selon la météo, est plutôt agréable. Simon, au salon, il y a évidemment 2 volets, un volet culturel et un volet un peu matos pratique. Onglet culturel, donne-nous 2 expositions à ne absolument pas manquer si on va au Salon de la Photo cette année. Alors, il ne faut pas manquer la grande exposition, une aventure italienne, la collection Contrasto, une magnifique exposition de la collection de cette maison d'édition romaine sur la deuxième moitié du XXe siècle, notre siècle maintenant, et une partie du XIXe siècle. Ok. Et aussi l'exposition du festival de Bayeux, des correspondants de guerre. Donne-nous 2 conférences à ne pas manquer absolument. Je dirais à ne pas manquer celle sur l'hommage à Sebastião Salgado et la grande première d'avoir Audrey Tautou à la Grande Halle de la Villette au Salon. Ça, c'est super. Si vous l'avez loupé au Quai de la Photo et si vous ne connaissez pas son livre aux éditions Fichaille, je crois. Exactement. Si jamais on ne peut pas se rendre physiquement au Salon de la Photo, on a accès un peu à ces conférences en replay ou même en live. En ce qui concerne la scène live, oui, il y a une captation et on peut le retrouver sur Internet. Mais pour les grandes rencontres
Non, ça sera sur place, donc je vous encourage à venir. Bon. Benjamin, toi, sur quel stand tu vas te ruer en arrivant sur le salon pour tester, prendre en main certaines nouveautés? J'en ai parlé un petit peu pendant l'émission. C'est vrai que les nouveaux objectifs annoncés par Sigma cet été m'intéressent tout particulièrement, notamment le 135 mm f1.4. Je suis très curieux. Là, on est entre technophiles, hein. Je suis très curieux de savoir pourquoi f1.4 et pas f1.8, comme c'est souvent la tradition avec ce type de focale, et reprendre en main le fabuleux zoom d'OM System. Donc là encore, une très longue focale, le 50-200 ouverture constante f2.8 qui sera à mon avis l'une des grandes stars du prochain festival de Montier-en-Der. Simon, est-ce qu'on peut acheter du matériel photo au salon? Et si oui, est-ce qu'on y fait de bonnes affaires sur le salon? On peut acheter sur le village de vente, oui, et on peut parfois faire de bonnes affaires. Je pense qu'il y a des prix intéressants. Et si on veut faire de la photo, il y a des ateliers qui existent sur inscription. Oui, on peut s'inscrire pour des ateliers sur plusieurs sujets. Street photo, le nu, le portrait, la photographie en mouvement, la photographie culinaire, etc., etc. Pour terminer, le salon, il est payant. Comment on fait pour réserver sa place? On peut acheter un billet sur place, mais la plupart des marques et nos partenaires proposent des codes de gratuité pour avoir une invitation. Donc, je vous encourage à aller sur les sites des marques et aussi les sites des magazines photos qui vous offrent ces codes de gratuité. Et des podcasts, non? On n'a Et pas un nous code, Arthur, faisons partie de ces partenaires avec le code ISO25 que vous pouvez utiliser très facilement pour obtenir des invitations gratuites, même si ça paraît évident qu'une invitation est gratuite pour le salon de la photo. Merci beaucoup, Simon. C'était un plaisir de te recevoir. On clôt le débrief sur ces mots. Merci. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Simon, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui. Alors on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Christian. C'est pas vraiment des questions, tu vas voir, c'est plus des suggestions. Une nocturne du salon pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit entre passionnés de photos. C'est une bonne idée, non? C'est une bonne idée, mais c'est un peu compliqué avec la Villette. Ils n'ont pas la possibilité de faire des manifestations toute la nuit. Par contre, cette année, on fait un after work et le public est invité à prendre des places payantes pour assister à cela. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Héloïse. On parle jamais d'IA au salon de la photo, ça fait pourtant partie du paysage. À quand un stand de Midjourney? C'est une très bonne question. Je pense que déjà dans notre concours des Zooms, on a accepté que les postulants puissent utiliser l'IA, mais que la photo soit une vraie photo et avec une intervention peut-être dessus. Pas complètement générative, c'est-à-dire voilà, pas créer, exactement. Donc ça, c'est déjà un pas en avant puisqu'on avait été très réticents avant. Un stand pour l'IA, je pense que beaucoup de marques... Finis quand même ta phrase. Beaucoup de marques sont réticents ou ils s'y penchent. Donc, on ne peut pas éviter ces phénomènes. C'est vraiment là et on doit l'accepter. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Marco. Est-ce qu'il serait possible, envisageable d'étendre le salon à différentes parties du parc
de la Villette avec des spots pratiques en extérieur. Oui, tout à fait. On a déjà fait un spot dans le parc l'année dernière avec Montier-en-Der à 8 heures du matin, si vous êtes debout, pour photographier la faune. Cette année aussi, avec Montier, on fait la photo astro, si le temps est clément. Et on essaye peut-être de s'étendre sur d'autres opérations avec les équipements du parc. Il y a un endroit qui est fabuleux à la Villette. Alors, je ne sais pas s'il est accessible pendant la durée du salon. C'est le toit de la Philharmonie de Paris avec une petite balade qui est ouverte au public et qui donne un panorama assez exceptionnel sur Paris et la banlieue. Un très bon spot pour faire un peu de paysage et de photographie panoramique. Ça, c'est un très bon tuyau. Merci beaucoup, Arthur. Je vais proposer très prochainement. 4e question qui nous vient d'une dénommée Claire. Comment s'effectue le choix des photographes à l'honneur lors de la grande exposition ? Alors, en fait, c'est un travail de réflexion de ma part, mais c'est aussi une grande exposition, ça coûte de l'argent. Il faut produire les photos, il faut les emprunter, il y a les assurances, les encadrements, etc. Donc, on doit forcément travailler avec un musée ou une collection ou un photographe qui a déjà un certain fonds. Donc, on met à l'honneur surtout des photographes qui sont déjà bien implantés dans leur métier. Allez, c'est parfait. Merci beaucoup, Simon. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Simon, c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans notre studio, à nos micros. On te laisse le mot de la fin. Alors, je voudrais inviter tous les amateurs de la photographie, amateurs ou professionnels, de venir dans ce magnifique lieu de la Grande Halle de la Villette, découvrir tout ce qui est nouveau, les nouveautés en matériel, mais aussi se balader dans tous les styles de la photographie, que ce soit la photographie de guerre, la photographie créative, de la nature, du culinaire, le Sony Awards. Et c'est vraiment d'une richesse incroyable. Et je salue tous nos partenaires presse photo qui ont travaillé pour les Zooms, pour nous donner une exposition magnifique de 4 lauréats. Voilà pour cette émission spéciale dédiée à l'édition 2025 du Salon de la Photo. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour parler prise de vue, photo et vidéo au drone avec le journaliste et photographe Patrick Lévesque. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.